Je tiens à revenir un petit peu en arrière sur ce qu'a signifié la lutte pour le droit des femmes à disposer de leur corps. D'abord, rendre hommage au mouvement de libération des femmes. Elles ont été, c'est elles qui ont posé le problème dès 70 en disant qu'elles demandaient une véritable reconnaissance du droit des femmes à disposer de leur corps, et c'est elles qui ont été à l'initiative, pas toutes seules, avec des féministes plus ou moins estampillées, effectivement, du manifeste des 343, dites salopes par les médias. Ensuite, il y a eu effectivement, comme le disait avec raison, bien sûr, Simone, il y a eu le manifeste des médecins, des 331 médecins. C'est-à-dire qu'on a poussé de plus en plus loin la désobéissance civile. Il faut dire qu'il y avait une loi de 1920 qui avait été votée par une chambre bleu horizon. Il fallait, en 1920 donc, il fallait repeupler la France. Et pour cela, l'avortement était interdit, la contraception était interdite, ainsi que ce qu'ils appelaient la propagande à ces sujets-là. Ça veut dire même en parler était interdit. Donc, ce qui s'est passé, c'est effectivement la lutte a commencé. Il faut rendre hommage aussi à Neuwirth quand même. C'était un homme de droite. Dès 67, il a fait la première loi sur la contraception. En 67, on a mis du temps à l'appliquer puisque les décrets ne sont sortis qu'en 72. C'est pour vous dire à quel point la France, effectivement, sortait à peine du pétainisme. Sur le plan sociétal, il faut dire que sexualité égale procréation, procréation égale sexualité et pas de place pour autre chose. Donc, rendre hommage d'une part à Neuwirth, bien sûr au planning qui a été à l'origine de la maternité heureuse en 56, ensuite 60, le planning familial, et ensuite, effectivement, le mouvement de libération des femmes qui a posé le problème. Le problème, ce droit, enfin, à reconnaître que progestation et sexualité, c'est pas la même chose. Alors, à ce moment-là, c'est mis en place, après le premier geste de désobéissance civile qui a été le manifeste 343, il y a eu le manifeste des médecins 331, et il y a eu la création du MLAC. C'est les féministes qui ont été à l'origine des deux premières, surtout du 343, et de toute cette problématique. Et c'est à la suite de ça que le MLAC s'est mis en place, et c'est vrai que la CFDT a joué un grand rôle. Mais il n'est pas possible de dire que le mouvement ouvrier dans son ensemble, c'est l'extrême gauche, c'est ça qu'il y avait. Il y avait à l'époque, il faut bien resituer ça dans le cadre où on était. Nous étions au lendemain de 68, et l'idée c'était on peut tout faire, on peut changer cette société, on peut faire autre chose. C'était ça qui régnait à l'époque. Et c'est ça qui explique les possibilités aussi de remettre en question la loi, de bafouer la loi comme elle a été bafouée. Et cette désobéissance civile a été portée encore plus loin par le MLAC, qui effectivement a pratiqué des avortements pendant près de 2 ans. Et le rapport de force était en train... j'ai oublié un moment important aussi, le procès de Bobigny en 71, qui a été un moment important parce qu'il n'a pas été possible déjà là de condamner les personnes qui étaient poursuivies, qui étaient Marie-Claire, une mineure qui avait avorté, la faiseuse d'ange, je mets tous les guillemets nécessaires, qui l'avait avorté, et sa mère. Ça veut dire que déjà le rapport de force était tel, parce que tout le monde, la majorité des femmes de ce pays, et quand même il y avait des hommes un peu plus avancés, qui considéraient que l'on ne pouvait pas continuer comme ça. Et c'est ça qui a permis, effectivement, et qui explique que même s'il y a eu au début de la lutte un médecin, le docteur Annie Ferré-Martin de Grenoble, qui avait été inculpé, le procès n'a jamais eu lieu. C'est-à-dire qu'il n'était plus possible pour les pouvoirs publics d'agir, de réprimer. Et par contre, il aurait été possible, c'est ce qu'ils ont fait, de faire une loi plus qu'insuffisante, malgré cette lutte considérable, et ça a été effectivement, et même Simone Veil l'a reconnu, il fallait rétablir l'ordre public, c'est ça qu'il faut dire. Et la loi, c'est pas, elle a été courageuse à l'Assemblée, mais qui a fait le rapport de force? C'est un mouvement social, composé effectivement il y avait la CFDT, certes, mais il y avait toute l'extrême gauche, il y avait
la Ligue, il y avait Révo, il y avait le PSU, il y avait la MNEF, et puis en veux-tu, en voilà, je veux dire presque tout le monde était à l'époque, et il y avait les hétéros et les lesbiennes, tout le monde ensemble, parce que ça a été la seule lutte unifiante du mouvement des femmes, ça une lutte qui effectivement a débouché sur une loi merdique, il faut, disons les choses comme elles sont, insuffisante, oui, je m'excuse, il a fallu attendre 2001, nous avions la possibilité, les délais étaient de 10 semaines, c'était pas la moyenne. C'était en deçà de la moyenne européenne. La moyenne européenne, c'était 12 semaines, et il faut dire les entraves pour les mineurs, les étrangères, etc., etc. Ça n'a pas été une des lois les plus avancées d'Europe, loin de là, qui n'était pas à la hauteur de la lutte qui avait été menée, qui était tout à fait exemplaire. Il faut dire aussi que nous n'avons pas eu le remboursement par la sécurité sociale à l'époque, il faut le dire. On ne l'a eu qu'en 82, il a fallu redescendre dans la rue, même sous la gauche, pour l'obtenir. Ce qu'il faut dire, c'est que, effectivement, ça a bouleversé la société. C'est ça qu'il faut dire. Parce que c'est une des choses les plus importantes. Moi, je pense, pour la libération des femmes, d'un côté, le droit à disposer de son corps, d'un autre côté, l'autonomie financière. Pour ce qui est du droit à disposer de son corps, on a eu la loi de 2001 qui l'a amélioré notablement, et chaque fois, il a fallu se mobiliser. Et maintenant, je peux vous dire que j'espère, et vous en êtes, j'en suis sûr, il faut se remobiliser de nouveau. Parce que, avec la réforme hospitalière, ils sont en train de casser l'hôpital public. Casser l'hôpital public. Et qui dit casser l'hôpital public, dit remise en question de la santé de toutes et tous, et qui est le plus responsable de la santé de toutes et tous, aussi bien à l'hôpital, aussi bien dans la vie quotidienne, ce sont les femmes, et vous le savez. D'une part, il y a ça, d'autre part, il y a, si on ferme des hôpitaux, alors sur la région parisienne, et je terminerai là-dessus, Monsieur Evin, il fait très fort, hein. C'est le responsable de la PHP, il est particulièrement à l'avant-garde, si on peut dire, de la contre-réforme, certainement. Bon, qui est effectivement, les chiffres varient, on ne sait plus, c'est 34 groupes hospitaliers ou 37 ou 39 groupes hospitaliers, bientôt il doit plus en rester en tous les cas, ça c'est sûr sur le chiffre, 12. Ou 9. Non mais attends, l'autre jour le copain, 9 ou 12, les chiffres varient. Bon, toujours est-il que ça a été une des luttes fondamentales qui ont bouleversé la société, et je dois dire que jamais nous n'accepterons qu'elle soit remise en question, et c'est ensemble, toutes ensemble. Alors si on peut appeler ça lutte de classe, j'en sais rien. Moi je pense qu'on était dans une période où on avançait, et je pense qu'aujourd'hui nous sommes à la croisée des chemins. On peut aussi aller, et je le dis, même s'il y en a qui pensent que je ne devrais pas le dire, c'est pas démoraliser les gens, c'est un constat. Les risques d'aller vers la barbarie existent, et nous devons plus que jamais participer à toutes les luttes. En tant que femmes, nous avons, que ce soit les retraites ou que ce soit le reste, ne pas tout perdre, ensemble. J'ai terminé. Merci. J'ai dépassé, mais... Non, même pas. J'ai pas dépassé en plus.